Et donc, on va maintenant ouvrir ce prochain chapitre. Moi, je suis très contente d'être là sur scène parmi vous. Voilà, je suis très contente d'être là parmi vous en soutien à Génération Leader. J'ai moi-même eu la chance d'intervenir auprès d'une promotion de Génération Leader et donc je suis contente de prolonger ce soutien en étant là ce soir, surtout avec la présence de Gaëlle Faye que j'admire énormément pour son travail. Et ce soir, on va parler de Jacaranda, donc le livre qui est paru en 2024 et qui a été beaucoup lu, qui a été extrêmement aimé et puis recommandé. On va reprendre des thèmes qui ont été déjà dévoilés par les étudiantes et les étudiants parce que je pense que c'est des thèmes qui sont centraux dans nos vies aussi. Ceux des silences qu'on hérite, des silences qu'on contourne et puis qu'on transforme. On va parler aussi du bled, c'est bientôt les vacances, enfin après les examens il y aura les vacances et on va parler de ça, ce qui nous relie les uns aux autres et à la terre. Et puis on va parler de la mémoire comme pas comme un fardeau comme souvent c'est présenté, mais comme plutôt un ciment et puis une matière première qui va nous porter, une matière artistique, politique et puis intime. Donc pour poser toutes ces questions et pour discuter avec nous, j'appelle sur la scène Assa Traoré, Mame Fatou Niang et Dania Djida. Alors la table ronde est maintenant au complet, donc je vais faire une petite présentation succincte et puis tout le monde aura l'occasion de parler pour vous présenter aussi leur travail. Donc Dania Djida, tu es thérapeute clinicienne, consultante en santé mentale et membre de Génération Leaders. À ta droite, à votre gauche, il y a Mame Fatou Niang, professeure de littérature à l'université, autrice et réalisatrice. Juste à côté de moi, Assa Traoré, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre, cofondatrice de Génération Leaders, et tu mènes un combat pour la justice, pour la vérité, qui parle à toutes les familles. Et puis Gaëlle, en qui cette soirée est en l'honneur. Alors, pour commencer, j'ai une question à poser à Assa et aussi à Mame Fatou. Pourquoi est-ce que pour vous c'est important, pour toi Assa et puis pour tout le monde à Génération Leader, c'est important d'avoir Gaëlle Faye comme artiste en soutien au projet? Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Merci d'être tous et toutes là, en nombre, en soutien à cette initiative, en soutien à ça, qui ne lâche rien, qui continue d'être un exemple. Et comme tu le dis souvent, tu nous l'as encore répété il y a quelques jours, tu n'as pas choisi d'être poussé dans cette arène. C'est quelque chose qui t'est tombé dessus, quelque chose que tu as refusé de subir. Et ce que je trouve encore plus, je ne sais pas si beau est le bon mot, parce que je n'ai pas envie de... Voilà, moi j'ai beaucoup de mots, de difficultés des fois avec cette question de la résilience, du martyr, parce que oui, non, je pense que tu avais d'autres choses à faire que de ta vie ou de ces 9 dernières années que ce destin-là que tu n'as pas choisi. Mais ce destin t'est tombé dessus et tu as décidé d'en faire quelque chose pour ton petit frère, mais aussi pour toi et pour ceux qui viennent après toi. Donc voilà, ça c'est important. Et dans cette veine-là de faire trace, de laisser une trace, moi ce que je trouve absolument incroyable, c'est que
j'habite aux États-Unis, j'habite à New York et je traverse la Park Avenue et il y a le nom d'Adama sur un mur. Et je pense que ce nom-là, ta famille aurait aimé un autre destin pour lui que d'avoir son nom sur ce mur-là pour cette raison-là. Mais ce mur est là pour cette raison-là parce que tu es là, parce que tu as voulu que cette trace soit là et on retrouve son nom sur une plage à Bahia, on retrouve son nom au Sénégal et cette question de la trace elle est importante, elle est extrêmement importante et je trouve que c'est en cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du livre de Gaël et aussi de son soutien indéfectible depuis plusieurs années et de cette question oui de la transmission des gestes, transmission du savoir mais aussi transmission de passé qui et je pense que vous en avez parlé, qui sont silenciés, qui sont tus. Et voilà. Donc voilà, pour cette raison, il était important de souligner toutes ces choses-là et puis de pouvoir apporter notre petite participation à tout ça. Voilà. Merci Mme Fatou, merci pour tes mots. Et merci à toutes les personnes qui sont là, comme j'ai dit au début. Ça fait 9 ans que nous sommes là, c'est de l'endurance et cette endurance, elle est portée par de nombreuses personnes. Et je salue aussi les familles de victimes qui sont là. C'est important qu'à chaque fois, on leur donne de la force. On a Salah Zaouia qui est là, la famille de Sullivan. Il y aura la marche le 7 juin à Cherbourg. Donc il y a les nombreux, il y a la famille de Claude Jean-Pierre qui est là. Il y a le comité Justice pour Naël qui est là, et peut-être toutes les autres familles aussi qui sont là, donc c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important que cette soirée, c'est important, parce que nos combats, nous sommes les voix vivantes de nos morts, mais nos combats doivent être portés par des voix vivantes. Et ces voix vivantes, c'est ces enfants, c'est cette jeunesse, toutes ces personnes qui sont là, et de comment, en tout cas avec Gaël Faye, qui est là, tu l'as dit tout à l'heure, il n'est pas mort, il est présent, et aujourd'hui, ces mots apportent, et c'est important que cette transmission elle puisse se faire de vive voix, que cette transmission elle puisse être portée, et que des questions que chacun peut avoir, on puisse avoir ces réponses. Il est important de pouvoir se construire à travers une personne, se construire à travers un exemple, se construire à travers quelque chose qui va nous porter. Et c'est assez difficile d'accrocher un nombre de personnes, que ce soit un enfant, un adulte ou plus grand, à travers un livre. Et on peut le dire ce soir que Gaël Faye est un génie. Il sait réunir les gens, donc ça c'est une bonne chose, parce que quand on sait réunir les gens, c'est que on a une belle capacité, on a une belle aura. Donc ce soir, on peut le remercier encore pour ça. Il réunit les grands, les petits, les moyens. Et donc c'est important d'avoir Gaël Faye aujourd'hui parce qu'il est important de pouvoir parler du moment présent. Il est important de pouvoir dire ce qui va se passer tout de suite, comment on va pouvoir construire le lendemain et comment on va dire à toutes ces personnes qui sont là qu'il ne faut surtout pas perdre espoir, parce que à travers ton histoire, à travers les histoires que tu racontes, comment on peut se réparer, comment on arrive à avancer. C'est ça qui est important, que ta présence elle est importante aujourd'hui ce soir, comment avec une blessure, comment on apprend à avancer, comment la justice réparatrice elle se construit, et comment tu l'as fait à travers ton art, comment tu l'as fait à travers l'écriture. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut savoir, parce que tout le monde veut avancer, et tout le monde doit s'accrocher à quelque chose. Donc l'importance de ta présence, elle est pour énormément de choses, mais comment à travers ce que tu as fait, et à travers ton art, à travers tout ce que tu es, comment tu arrives à réunir les gens, et comment on peut réparer quand on a vécu quelque chose de difficile. Alors on va parler de tout ça, c'est vraiment des sujets qui sont centraux dans ton travail. Et pour entrer dans le vif, j'aimerais vous demander à toutes et tous sur cette scène, en quoi est-ce que Jacques Aranda vous parle ? En quoi est-ce que Jacques Aranda nous touche ? Parce que nous sommes nombreuses et nombreux à être
à trouver dans ce livre une partie de nous-mêmes. Et tu en as parlé tout à l'heure de l'universel, et toi aussi, même Fatou, tu travailles beaucoup sur la question de l'universel. Et c'est un concept qui nous est cher et qu'on ne laissera pas aux autres. Moi, je me retrouve énormément sous les traits de ce jeune homme, Milan. J'ai l'impression que tu parles de moi, alors que, évidemment, j'ai jamais été dans sa peau. Mais j'ai aussi connu, je sais ce que c'est de vivre dans une famille qui est issue d'un génocide, et génocide cambodgien, dont on fête aujourd'hui tristement cette année les 50 ans de l'exil de ce qu'on appelle les boat people. Et même si, tu vois, je ne partage aucun trait, aucune affinité avec Milan extérieurement, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est moi dont tu parles dans ce livre. Et donc c'est une question que je vous pose à toutes. Et est-ce que c'est quoi qui vous a touché dans ce livre? Et quelle est cette particularité qui est devenue universelle rien qu'en lisant? Alors bonjour à tous, bonsoir. Donc moi je suis Dania et je voulais aussi vous remercier d'être venus. Donc moi je fais partie de Génération Leader et je remercie tout le monde ici, Gracie, Assa, Yael Faye et même Fatou Niang, de nous faire cet honneur d'être présents sur cette table ronde et de pouvoir échanger ensemble en l'honneur de Génération Leader aussi, c'est vraiment important pour nous. Pour revenir à la question, moi dans le récit de Jacaranda, je me suis beaucoup retrouvée effectivement dans le personnage de Milan, ce jeune homme qui est adolescent dans les années 90 et qui a beaucoup de références en fait qui me rappellent mon enfance et qui vit finalement sans s'en rendre compte le génocide, donc l'événement tragique qui est en train de se passer dans le pays d'origine de sa mère. Et moi ça m'a rappelé déjà cette période parce que j'ai des brefs souvenirs du journal d'information, donc des petites références comme ça qu'on a entendues, qu'on a vues mais qu'on n'a pas compris à l'époque. Et ça me rappelle aussi que dans mon histoire personnelle, il y a des choses que je ne comprenais pas à cet âge-là et que j'ai compris beaucoup plus tard. Et donc, voilà, comme beaucoup de personnes, on a tous une histoire, on vient tous de quelque part et on a tous vécu des choses difficiles. Parfois, ces choses-là ont été guéries et traversées, parfois non. Et c'est vrai qu'on hérite des traumas de nos familles, on hérite des douleurs de nos ancêtres. Et moi, personnellement, voilà, j'ai une histoire aussi qui est teintée d'injustice. Et donc, à travers ce récit, j'ai pu, sur la question du trauma familial ou des tabous aussi, qui parfois peuvent détruire ou en tout cas rendre la vie difficile. Difficile de se construire quand on ne connaît pas son histoire, mais difficile aussi, je pense, pour une mère de poser des mots quand elle ne sait pas qu'elle pourrait obtenir justice ou non. Et donc, c'est des choses que j'ai partagées et que d'autres ont partagées aussi au sein de Génération Leader. Donc, ce qui est intéressant dans cet espace, c'est qu'on a pu échanger aussi. Et on se rend compte que beaucoup ont une histoire personnelle, une histoire familiale qui est teintée de tabous, de traumas. Et avoir un espace collectif pour en parler avec des personnes qui ont aussi une notion de l'histoire plus globale. Donc, par exemple, on en a parlé avec Youssef Rakni, qui est prof d'histoire. Et donc, finalement, notre histoire personnelle s'inscrit dans une histoire plus globale. Et quand on ne la connaît pas, on ne peut pas se construire correctement. On ne peut pas se construire de manière positive si on n'a pas des mots, des réponses et parfois des endroits pour poser les questions. Et le livre, justement, Jacaranda, m'a permis, en tout cas, il nous a permis de poser des mots sur des situations qu'on a vues et qui se passent encore aujourd'hui. Et je me pose aussi la question, finalement, à nos enfants, comment on leur raconte ce qui se passe aujourd'hui sans poser des mots qui soient trop légers ou trop durs. Et donc voilà, c'est un petit peu les notions qui sont venues pour moi. J'ai une commission pour toi avant de répondre à la question parce que mon neveu Guy Baslevac m'a demandé de prendre un selfie avec toi et qu'il allait, parce que ça répond en fait à ta question tout à l'heure, aux questions. Je sais qu'il y a de nombreuses lycéennes et lycéens dans la salle, donc de prendre un selfie avec toi, qu'il allait poser sur sa copie et que c'était le joker pour ne pas avoir à répondre à la question. Donc je pense que voilà, pour les lycéennes et lycéens dans la salle, il faut faire la queue ici tout à l'heure, prendre une photo avec ce monsieur-là et ce sera votre réponse à l'examen.
Alors plus sérieusement pour Jacques Aranda, alors pour moi c'est assez particulier parce que donc j'enseigne à Carnegie Mellon, l'année dernière j'enseignais à Columbia University et j'enseigne Jacques Aranda. Je l'enseigne donc à des étudiants qui sont en maîtrise d'études françaises. Et tout à l'heure, tu as dit une chose qui est assez exceptionnelle et qui me fait penser qu'il faut que je t'invite dans ma classe. C'est que donc j'ai une classe cette année de 17 étudiants qui sont en maîtrise, 3 doctorants, et qui viennent, je n'ai que 2 étudiants qui étaient américains. Donc j'avais des étudiants qui venaient vraiment du monde entier. Et sur cette question de l'universel, on a eu des discussions absolument incroyables parce que j'ai beaucoup pensé à un entretien qui était assez extraordinaire, qui a été donné dans les années 90 par une écrivaine que je vous demande de lire, qui est absolument incroyable, qui s'appelle Tassali Timash. En 1989, elle écrit un livre qui s'appelle Une fille sans histoire, qui est son histoire. Donc elle est française, née d'une mère française et d'un père algérien. Elle n'a jamais mis les pieds en Algérie. Elle va écrire ce livre et qui va se retrouver à la FNAC au rayon littérature maghrébine, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds en Algérie. Et donc elle pose beaucoup de questions autour de la réception de son livre, le fait qu'elle le trouve à la FNAC au rayon Maghreb, alors que le livre se parlait du pont de Besançon, parlait de la vie d'une petite fille française. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose dans l'imaginaire du livre, il y a quelque chose dans le nom des personnages, il y a quelque chose dans l'histoire que le livre raconte qui fait qu'on a du mal à raccrocher le livre à un imaginaire français. Donc nous avons beaucoup étudié la question de l'imaginaire, de l'universel, la manière dont on construit un imaginaire. Et dans ton livre, il y a une chose dans l'objet, qui arrête le lecteur dès la première page, c'est le titre. Donc j'ai demandé à mes étudiants de qui savait ce qu'était ou qui était Jacques Aranda. Alors les étudiants me disaient, c'est peut-être le nom d'une femme, c'est peut-être la chérie de l'auteur, etc. Donc il y a quelque chose de l'étrangeté même du titre qui fait que, alors après on sait que c'est un arbre, et puis des noms d'arbres, la littérature française occidentale regorge de titres d'arbres, on a l'olivier, l'amandier, le figuier, etc. Le Jacques Aranda, on ne connaît pas. Donc il y a quelque chose dès l'entrée du livre qui fait qu'on est comme ça dans une notion d'étrangeté et de se dire c'est un objet qui va être loin, c'est un objet qui ne va pas se rapporter à moi. Et en fait, et tu le dis extrêmement bien, moi je vais me retrouver avec des copies au mois de décembre où chacun, et c'est ça l'universel, chacun va pouvoir raccorder cette histoire qui se passe dans un pays qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très mal, ou qui a fait irruption dans nos vies, dans les vies de la génération d'avant, parce que tu le répètes, et c'est aussi l'un des fondements du travail que tu fais. Ça a été quelque chose de très présent qui a fait irruption dans ma vie en 1994, ce petit pays que je ne connaissais pas, et dont l'histoire est en train de, la mémoire de ce génocide-là est en train de se dissiper aussi bien pour les enfants des personnes qui ont survécu que pour le reste du monde. Donc l'histoire, c'est comment, dans cette histoire qui est extrêmement particulière, moi je vais avoir des étudiants qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent du Guatemala, qui viennent des États-Unis, qui vont retrouver des morceaux de chez eux. Et c'est ça, pour moi, ce qui en fait une histoire intimement humaine. Et une question qui est importante, c'est l'histoire des origines. L'origine d'un conflit, l'origine d'un massacre, l'origine du mal. Et plus que l'origine du mal, la banalité du mal. Et ça en fait aussi une histoire profondément humaine, profondément universelle. Les histoires ne commencent pas comme ça, il y a une origine. Alors on va malgré les silences, malgré la touffeur, malgré la pesanteur, malgré la difficulté des silences, on va essayer de remonter le tronc, de remonter les feuilles, d'ouvrir les feuilles qui peuvent encore l'être, essayer de ramasser les fruits qui ne sont pas encore complètement passés, pour essayer de trouver cette origine. Et c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la manière dont mes étudiants ont compris ce texte, et la manière dont moi je l'ai aussi traversé, quelque chose qui était très individuel, très personnel. Je vous demande de le lire, il est impossible. Et en cela, c'est un texte miroir. Il est absolument impossible de le lire. Et je trouve que, tu parlais tout à l'heure de Gaël qui est un génie, tu nous ancres
dans cette terre de manière extrêmement forte. Et en même temps, il y a des ponts sans arrêt. Il est impossible de le lire sans avoir des échos d'endroits que l'on a connus, d'endroits que l'on a écoutés. Et c'est vraiment moi ce que je sens. Il est impossible de rester dans ce livre sans se poser des questions sur ce qui se passe dans d'autres endroits de la Terre. Et je vais juste terminer sur ça, sur la question du mal. Le travail que tu fais, retrouver l'origine du mal. Le mal ne surgit pas d'un coup. Le mal est là. Il est dans des mots ordinaires, il est dans des mots extraordinaires qui vont être passés, qui vont se banaliser. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'aussi humain, d'universel dans cette construction-là. L'un de mes étudiants a voulu partager en support de sa lecture de ton texte, LTI, la langue du Troisième Reich, de Victor Klemperer, et de montrer comment... au contraire de la figure du monstre, qui est un être exceptionnel, qui est un être inhumain, et qui nous rassure nous-mêmes sur notre humanité, parce que pour avoir fait ça, il faut être absolument un monstre. En fait, le monstre, c'est nous. Et on retourne aussi sur cette question de l'universalité du mal, et finalement, l'humanité du mal. Le monstre, c'est nous, c'est notre voisin. Et la raison pour laquelle nous devons traverser l'épaisseur du silence, avec l'humanité ou avec la douceur que l'on doit aux survivants ou aux personnes qui essaient de survivre au-delà de ce silence, c'est s'assurer que nous cartographions le mal, que nous savons son origine. Et si nous savons son origine, nous essaierons de ne pas le répéter. Parce que le mal n'est pas le fait de monstres extra-humains. Le mal est aussi, c'est aussi nous. Voilà. Aussi. J'aimerais vous demander d'être assez succinct dans vos réponses parce que j'ai 1000 questions à poser et là j'ai que des personnes bavardes sur cette scène, donc j'aime pas jouer la maîtresse du temps, mais on va le faire. Merci. Moi je dirais plus comment quand on lit ce livre-là, ce qui est intéressant avec la période dans laquelle on vit aujourd'hui, on nous renvoie systématiquement à un pays, on nous renvoie ailleurs. Alors qu'on grandit, on peut parler de la France, on grandit en France en étant français, et à un moment donné dans notre vie, il y a plein de process qui vont nous renvoyer que nous ne sommes pas français dans le quotidien, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école, ces petites choses où on peut l'entendre à la télé, on peut l'entendre dans le quotidien, où on renvoie systématiquement, tu viens d'ailleurs, et c'est assez troublant parce que même quand on le lit dans le livre, comment on arrive à grandir dans ça, comment on arrive à se construire dans ça, comment on arrive à trouver un équilibre entre ce qu'on est dans le pays dans lequel on est et où on croit être appartenir à ce pays. Et on a ce boomerang qui arrive systématiquement et à chaque fois qu'on doit se prendre et sans rien dire, et le garder en soi, essayer d'avancer avec et se construire avec. Et il y a souvent, je sais qu'il voulait la poser tout à l'heure la question, les lycéens, mais ce retour au bled, comme on peut l'entendre, ce retour au pays, et qui est parfois, est-ce que c'est une réalité qu'on peut faire, est-ce que c'est un fantasme qui est là parce qu'on nous impose ça, donc on se le dit, on s'en convainc de dire on va repartir, mais repartir où? Repartir vers qui? Repartir vers quoi? Repartir pour faire quoi? Repartir pour quitter quoi? Et c'est ça qui est intéressant dans ton livre, parce qu'à un moment donné, on est là, toi tu as décidé de repartir, et au Rwanda, tu reviens, et je pense que cette question, elle est un peu en suspens dans le quotidien de beaucoup de personnes, de dire je vais repartir, qu'on peut échanger avec des gens, oui je vais repartir, mais est-ce que c'est aussi facile de repartir, est-ce que c'est aussi facile de pouvoir réparer ce qui a été cassé dans le pays dans lequel on vit, aller le réparer ailleurs, ou est-ce que c'est aussi difficile de pouvoir avoir des réponses là-bas, parce que on lit le livre, mais toi tu le vis dans cette réalité, et on voit que dans ce livre, en tant qu'enfant, tu te projettes là-bas, mais dans quelque chose, parce que tu ne le sais pas, ou ce fantasme et cette réalité aussi qui t'attrape, et c'est ça qui est intéressant
moi j'aimerais en tout cas avoir une réponse. Je dis pas que tu as la réponse, mais en tout cas, ce qu'on nous renvoie dans ce quotidien-là, le ailleurs, alors qu'on est ici, mais est-ce que ce ailleurs peut réparer ce qui a été cassé dans le ici? Vous avez 2 heures, monsieur. Ouais, non, mais je vais répondre rapidement. Ça m'intéressait beaucoup. En fait, j'ai mis du temps à trouver l'angle pour raconter cette histoire, raconter le Rwanda. Je vais la faire courte, mais ma famille rwandaise a vécu pendant 30 ans en exil au Burundi. Et il me parlait du Rwanda. Un jour, on retournera au Rwanda, le rêve des exilés. Un jour, on retournera. C'était un rêve de réfugiés rwandais de cette époque-là. Et puis, après le génocide, tous ces réfugiés sont retournés au Rwanda. Et donc, moi, j'ai accompagné ma famille, et c'est vrai que j'ai découvert le Rwanda au lendemain du génocide. Et ce n'était pas un pays, ce qu'on me racontait dans ce fantasme du Rwanda. On parlait du pays, du lait et du miel, on nous racontait des histoires merveilleuses à nous, les enfants, et on arrive, et c'était un charnier à ciel ouvert. Et donc, j'ai eu un mouvement de recul. Et pendant des années, ce pays me troublait. Et il a fallu effectivement passer par un long processus pour pouvoir me le réapproprier. Et c'est l'écriture qui m'a aidé. Et Jacaranda, c'est l'histoire de celui que j'aurais pu être. Peut-être que ma chance, c'est d'avoir grandi dans cette région-là. Donc, il y a des choses que je comprenais, même si je n'avais pas les mots, mais qui étaient là en moi. Milan, c'est un petit Français. Et il découvre tout à la télévision. Il a une mère qui ne parle pas. Et on va dire, dans le contexte familial dans lequel j'évolue, j'aurais été Milan. J'aurais dû faire tout ce travail-là de retour aux racines, et qui m'aurait pris, un peu comme lui, des années. Transition toute faite pour ma prochaine question. Merci beaucoup sur cette question de la réparation que tu nommes et qui est centrale en fait dans toute notre quête. On a besoin en fait de pommade là où on a des blessures. Et donc dans ce livre, évidemment tu évoques cette blessure qui est une plaie, qui est toujours béante aujourd'hui, qui est celle de la guerre, qui est celle de la souffrance, qui est celle de la perte des êtres chers. Et aussi, ce que j'entends dans ce que tu me dis aujourd'hui là, c'est que ton acte de création est un acte de réparation à cet endroit. Cette personne que tu aurais pu être, Milan, cette personne est là parce que tu as besoin d'elle en fait, cette personne. Et donc, et moi ça me parle beaucoup parce que j'ai perdu beaucoup il y a plein de gens que j'ai pas connus dans ma famille parce que c'est des personnes qui n'ont pas pu survivre à un autre génocide qui est celui du génocide cambodgien. Et je ne saurais jamais en fait, je ne saurais jamais ce qui est arrivé à ces personnes. Mais j'ai créé un livre aussi qui s'appelle Jeune fille modèle et qui parle d'une personne qui, elle, trouve ce qui est arrivé à ses êtres chers. Et à travers le truchement de la fiction, à travers le personnage qui n'est pas moi, mais qui, elle, a pu penser ses plaies, j'ai trouvé un peu de réconfort. Et c'est vrai que c'est une question en fait. Est-ce que toi c'est un acte? Est-ce que la création est aussi un acte de réparation pour toi? Comment tu l'accompagnes? Et ensuite je vais poser toutes les questions parce que je pense que je veux savoir si la littérature, d'une manière générale, est un soin pour nous. Est-ce que toi qui enseignes la littérature, est-ce qu'on lit pour nous soigner? Est-ce qu'on lit aussi pour faire quelque chose de l'ordre du self-care, en fait, du bien-être? Toi qui travailles dans le soin, et on parle beaucoup de santé mentale aussi aujourd'hui pour tout le monde, mais notamment pour nos plus jeunes. Est-ce que c'est une priorité qu'on doit faire pour notre société? Parce que y a de la négligence, enfin il y a des choses qui n'ont pas été faites. Est-ce qu'aujourd'hui on doit continuer à parler de ça et comment? Et bien sûr à ça, ce que tu fais depuis 9 ans, c'est un acte de réparation,
c'est demander justice, demander la réparation, demander quelque chose qui nous est dû. Donc voilà, donc cette question-là, je vais commencer par toi comme ça. Merci. Elle est dure, hein, elle nous pose une colle de 6 heures et elle nous dit ah papa. Heureusement qu'il y a la Cora. Merci chérie. Oui, bien sûr, écrire, ça permet de ne pas sombrer, de trouver des contours à ce qui ne se dit pas, à ce que là où on n'a pas les mots, enfin, on les cherche. Pour moi, c'est un instant d'arrêt, de méditation, de possibilité d'exister. Si je n'avais pas eu l'écriture, j'aurais eu certainement une autre addiction, mais qui m'aurait... voilà, c'est ce que je raconte aussi à travers mes personnages, autodestructrices. C'est une addiction, l'écriture, mais c'est une addiction a priori qui me détruit pas tant que ça. Voilà, même si c'est pas toujours un mouvement facile, d'autant plus écrire Jacaranda, voilà, être habité au Rwanda, écrire ses histoires pendant de longs mois, et puis quand on sort de son roman qui devient sa réalité, on sort de son histoire, retrouver cette réalité-là, c'était... J'ai écrit, voilà, presque en ayant un sentiment de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Il a fallu pour moi être en apnée pour écrire ce roman. Mais oui, c'est du soin, c'est certain. Ouh là là, est-ce que la littérature soigne? Absolument. La littérature, c'est le pouvoir, et je parle vraiment, donc moi je suis professeur de littérature, la littérature avec un grand L. Au XVIe siècle, lorsqu'on pose un projet politique d'un pays qui va s'appeler la France, ce projet politique, il va se faire autour de la langue écrite. C'est l'écriture qui va signifier le pouvoir. Et on nous a déglingués par les langues, on nous a déglingués par la littérature, on va se soigner par la littérature. Et lorsque je parle de la littérature, c'est écrire, avoir un stylo, écrire, mais ça peut être aussi écrire par d'autres moyens. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment touchée, Gaëlle. Tu dis non, moi j'écrirais mon... alors je sais que c'était une boutade, mais tu as dit que tu ne voulais pas écrire ton autobiographie parce que tu pensais que tu n'avais pas des choses intéressantes à écrire. Absolument pas. Et je sais qu'il y a des autobiographies qui sont dans le tiroir. Non, nos histoires ont été tues parce que pour beaucoup, moi je suis d'une famille d'origine sénégalaise, nous avons écrit, mais nous avons été considérés comme des civilisations de l'oralité dans un monde, dans une bibliothèque coloniale globale qui a été une bibliothèque de l'écriture. Et donc dans cette arène-là, sans oublier le fait que nous venons quand même de mondes où les histoires ont été écrites, mais elles ont été écrites autrement, pour être à égalité et pour pouvoir fonctionner aussi dans ce monde-là, sans oublier les mondes dans lesquels nos familles, les mondes de nos origines, la Cora, mais quelle plume que la Cora! Mais dans le monde dans lequel nous évoluons, et je parle encore ici à mes petits frères, petites sœurs, nièces, cousines qui passent le bac, prenez vos stylos, écrivez vos histoires. Je travaille en ce moment avec deux petites qui d'ailleurs te passent le bonjour, Assa et Acha Doucouré, qui travaillent sur un projet qui s'appelle Les Voix de nos mamans, avec des mamans de Clichy. Après avoir lu ce livre, il faut que tu saches que tu inspires ces choses-là. Il n'y a pas deux petites histoires. Le monde, l'histoire globale, l'histoire du monde n'est qu'une suite de petites histoires qui font la grande histoire. Et nous avons été assommés, déglingués par les histoires, tous blancs, tous morts. Il y en a assez. Racontez les histoires de vos mères, de vos pères, vos histoires. La littérature soigne absolument. Et soigner, c'est aussi nommer. On ne peut être soigné de sa maladie. Si j'ai une migraine, il faut que je me dise j'ai une migraine et je prends le médicament de la migraine. Je ne peux pas soigner ma migraine avec quelque chose qui soigne les pieds. Donc c'est nommer et dire qu'un génocide est un génocide. Et quand je dis cela, on s'entend, on se comprend. Nous avons très peu de temps. Ok, je vais faire quelque chose, mais c'est vrai que je reprends ce que tu dis, même pas tout. On ne peut pas parler de ce qu'on ne nomme pas.
Et donc c'est vrai que ce dont on ne parle pas n'existe pas, et le fait de ne pas avoir de ressources pour pouvoir justement s'inspirer, construire notre pensée sur nos histoires, les histoires de nos aïeux, les histoires de nos ancêtres, les histoires que l'on vit aussi aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on vit des choses, on vit des injustices, on vit des traumas collectifs, et c'est important de pouvoir justement en parler. Je reviendrai sur la lecture juste après, mais on a l'exemple récemment d'une enseignante qui a voulu faire une minute de silence pour le peuple palestinien, qui a été suspendue. Et donc, comment, encore une fois, on transmet la réalité, comment on transmet des histoires si on ne peut pas en parler et si on prend un risque aussi à aborder certaines questions. Et je crois qu'en littérature, on peut se permettre parfois d'écrire des choses qu'on ne peut pas dire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Et donc, pour ça, la littérature est un pilier pour le soin et pour aborder des sujets, pour ouvrir la parole, ouvrir la conversation sur des sujets qui sont tabous, parfois encore une fois. Et je voudrais ajouter que l'écriture est fondamentale aussi dans le processus de guérison. Avoir des espaces pour parler, pour raconter, mais prendre le temps d'écrire. Parce que quand on écrit, on fait appel à d'autres zones du cerveau, d'autres zones de la mémoire qui ne sont pas forcément accessibles par la parole. Et parfois, il y a des choses qui sont dures à dire et qui sont plus faciles à écrire. Et donc, si j'avais un conseil à donner à nous tous aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'écrire, même si c'est 5 minutes par jour, de vider vos émotions pour faire un travail sur vous. Quand on fait une soirée comme celle-là, ou comme on en a fait d'autres au Théâtre de Jazet ou à la Cigale, c'est aussi pour pouvoir faire passer à des choses ce que nous on dit sur le terrain, qui ne sont pas entendues et qu'on ne veut pas entendre. Parce que toute chose n'est pas bonne à entendre, et on rejette souvent, quand on est dans une cause, quand on est dans un engagement, on n'en veut pas. Et donc quand on utilise la culture, quand on utilise l'art, quand on utilise à travers toi, Gaël Faye, c'est aussi pour pouvoir passer des émotions, passer des mots. Et cette déshumanisation qui a été construite, moi je parle de mon point de vue en tant que famille de victimes qui a perdu son petit frère, et comme d'autres familles, comme d'autres personnes, ou comme d'autres génocides qu'on peut voir, il est très difficile pour les personnes qui sont en face de pouvoir assumer ce qu'on va dire, ou on va le rejeter, ou on va diaboliser ce qu'on va dire, on va faire ça, on va calomnier ce qu'on va dire, et à ce moment précis, ce qu'on va être dit va être faux, parce que c'est difficile de pouvoir l'entendre et de l'assumer. Parce qu'aujourd'hui, quand on écrit aujourd'hui sur le Rwanda, parce que c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, il y a des génocides qui se passent maintenant, tout de suite, dont on ne veut pas parler, et on en parlera... Je peux parler comme la Palestine en ce moment même, et on écrit, mais c'est important de pouvoir que les gens puissent assumer, qu'on puisse écrire ce qui se passe sur le moment, pas pour le après. Moi j'ai écrit pour Adama, mais après la mort d'Adama. J'ai pas écrit dans le vivant d'Adama. Et en fait, on écrit parce qu'on devient les voix vivantes de ceux qui ne sont plus là. En fait, on est obligé d'écrire. Et être la voix vivante de ceux qui ne sont pas là, c'est assez difficile de le porter. C'est assez difficile de trouver les mots et de dire et de faire entendre aux gens, écoutez-nous, la personne dont je parle, la personne dont tu parles, c'est une personne qui méritait de vivre, une personne qui ne devait pas mourir, une personne qui ne devait pas mourir sur les bombes, une personne qui méritait pas, qui ne mérite pas la déshumanisation qui a été construite, et tout ce qu'on traverse. Et c'est vrai que l'écriture, quand on va dedans, c'est pouvoir poser ces mots que personne ne peut nous enlever. Quand on écrit, c'est dans un livre, quand on pose ces mots dans ce livre, personne ne peut plus rien dire. Les gens peuvent critiquer, peuvent dire quelque chose de positif comme de négatif, mais les mots sont là. Et moi, ce que j'aimerais en tout cas dire, et c'est pour ça que le fait que tu sois là et que tu sois pas un auteur qui est disparu et qu'on parle de toi au passé, mais que tu sois présent, c'est très important. Mais c'est important dans la symbolique. C'est important dans la symbolique, parce qu'aujourd'hui, toi, tu parles de ceux qui ne sont plus là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ceux qui ne sont pas là, mais il est important de parler de ceux qui sont là. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des personnes, nous avons des enfants qui sont là, nous avons une jeunesse qui sont là, mais c'est important de parler de eux, de maintenant, de tout de suite, de ce qu'ils vivent en ce moment, des émotions qu'ils ont en ce moment, de ce qu'ils ressentent en ce moment, de comment ils voient le monde en ce moment, de comment ils pensent, de comment ils grandissent, comment on prend leurs inquiétudes. Est-ce que c'est écrit quelque part dans un livre, mais est-ce que si on l'écrirait dans un livre tout de suite, est-ce qu'on le prendrait et on l'étudierait en disant, ce qui a été dit, c'est assez intéressant. Et d'arrêter d'être dans le recul, dans l'écriture,
et de parler au passé. Et on avancera dans la société aussi quand les choses du moment, à l'instant T, quand elles se passent, quand elles sont écrites, elles seront assumées. Et c'est pour ça que nous, sur la question des violences policières, où on sait que c'est extrêmement difficile, ces moments comme ce soir, où on passe par la culture, on passe par l'art, où on passe par différents artistes, différents experts, c'est pour pouvoir faire passer nos actions, c'est pour pouvoir faire passer nos mots, c'est pour pouvoir faire dire des choses autrement. Parce que des fois on dit les choses, mais à ce moment-là, c'est pas forcément entendu comme tout le monde voudrait l'entendre. Et comme on a dit ce soir, ce qu'on veut, c'est dans le collectif, c'est pas de tous penser la même chose, mais c'est de pouvoir en tout cas d'écrire quelque chose de commun. Et je pense qu'à travers le livre, aujourd'hui, on arrive à créer un discours commun et d'accepter la différence de l'autre, c'est ça qui est important. Donc merci à travers ton livre, Jacaranda, de donner en tout cas cette vibration, surtout à cette jeunesse qui est là et de dire, bon bah, entre ici et là-bas, bah, moi je suis là et je peux être n'importe quelle personne dans un des livres ou dans Petit Pays, mais comment je me positionne et comment la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle accepte les écrits de maintenant, de tout de suite, sans qu'on nous renvoie comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de mal. Et quand on parle du génocide du Rwanda, bah, il faut aussi parler de ce qui se passe maintenant et d'assumer ce qui se passe maintenant dans le monde. Je disais tout à l'heure, nous avons une jeunesse qui doit changer la planète. Alors, quand on change la planète, c'est pas... c'est dans tous les sens du terme, c'est arrêter les génocides, c'est dans l'environnement, c'est dans la question raciale, c'est dans la question de la dignité de l'homme, de la dignité de l'enfant, de la dignité de la femme. Et je pense qu'aujourd'hui, sur tous ces points-là, il y a énormément de choses à revoir, il y a énormément de choses à changer. Et c'est aussi ton livre, en tout cas, je pense que c'est le début de quelque chose parce que tu rassembles... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui arrivent à rassembler différentes générations. Tu as réussi à le faire. Et si à travers ton livre, ça peut propulser, qu'on peut changer quelque chose sur cette planète-là, parce que la planète, il faut la changer. Il faut la changer, mais dans tous les sens du terme. Mais il faut la changer pour les vivants. Et ne pas être seulement la voix des morts, la voix de ceux qui sont morts, mais surtout la voix de ceux qui sont vivants. De littérature, de soignantes et d'activistes, on en a besoin. Merci pour ce dialogue. Est-ce que Babette, tu es dans le public? On prendra quelques questions. Ah pardon, excuse-moi, je te... Est-ce qu'on a des questions pour Gaël, pour Mam Fatou, pour Dania, pour Assa? Alors, il n'y a pas plus près parce que vous êtes très au fond quand même. Non, allez, je plaisante. C'est très dur la première question, on peut peut-être en prendre plusieurs. Oui, alors on va prendre plusieurs questions, mais rapides, je pense 3 maximum. Très bien. Parce que comme tu m'as volé mon micro, je ne pouvais pas modérer le temps. C'est moi la maîtresse du temps, j'ai le mauvais rôle aujourd'hui. Donc on va prendre 3 questions. Très bien. Et tout de suite, après les questions, il y aura la lecture musicale de Jacaranda par Gaël Faye et Samuel Kamanzi. Restez avec nous. Allez, je commence là. Et des enfants, pardon. Bonsoir tout le monde, je voulais remercier... Les enfants, les questions. Je voulais remercier Assa, parce que, à mon avis, elle inspire quand même les petites sœurs et beaucoup d'entre nous. Et je voulais remercier Gaël Faye. Gaël, avec le nom Faye, je pensais que tu avais des origines sénégalaises. Je voulais savoir si tu retournais assez régulièrement au Burundi également, et si tes 2 bouquins sont dans les programmes scolaires au Rwanda ainsi qu'au Burundi. Donc ça, c'était mes questions. Et... Ah, une seule. Et Mam, je voulais te poser la question, je ne sais pas si tu connais les auteurs Frances Cress Welsing et Neely Fuller Jr. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu penses de ces auteurs-là sur le... Tu es leur manager? C'est comment? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que la défunte Frances Cress Welsing était une psychiatre.
Et Neely Fuller Jr. était également un psychiatre, 2 Afro-Américains, hommes et femmes. Francis Welsing est décédé en 2016 et il y a quelques mois, Neely Fuller Jr. est décédé. Donc je ne sais pas si c'est des auteurs que tu connais, je voulais avoir ton avis sur eux, si tu les connais. Merci. Merci pour la question. Alors juste avant, je suis vraiment désolée, on va devoir interrompre 2 petites minutes parce qu'on a malheureusement une Smart grise qui gêne. Ouais, mais voilà. attends, en fait, c'est mais l'idée. je voulais que tu te caches, Joey, je voulais Non, pas c'est le dire. l'idée. Mais ouais, moi j'étais là, je suis... Bonsoir, je m'appelle Didier Morville. On m'appelle Joey Star dans le civil. Enfin, non, pas dans le civil. Voilà, je voulais juste vous dire que, en fait, Assa m'a invité. Je pensais venir à une lecture. Enchanté, Gaël, parce que moi c'est la première fois que je te rencontre et que, comme tous les intervenants, j'ai envie de te dire, waouh, vous êtes quelqu'un de... Enfin, vous êtes une étoile du Nord pour nous. Voilà. Bref. Non, ce que je voulais dire, c'est juste que moi, je ne savais pas vraiment où j'allais. Tac, et Assa m'a fait le plaisir de venir à une pièce de théâtre dont je fais la mise en scène, qui s'appelle Black Label, et qui est à partir d'un texte de Léon Gontran-Damas sur justement... Enfin, on l'a tourné en... C'est un texte contre... Des textes contre le racisme et pour la dignité humaine, dans lesquels tout le monde peut se retrouver, parce que c'est quelque chose qui voyage à travers le temps. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai été très ému par tout ce que j'ai entendu ce soir. J'ai pas l'habitude de venir dans ce genre de rencontre. Donc voilà, merci. Surtout j'ai rencontré quelqu'un de jeune, donc c'est rassurant. Non mais c'est rassurant dans le sens où, aujourd'hui nos jeunes sont pas ultra conscientisés, tout ça, et d'en voir, donc quand j'en rencontre, j'aime le... Voilà. Quand même, on peut applaudir les lycéens présents. Elle se reconnaîtra. Je l'ai rencontré tout à l'heure dehors. Non, voilà, je voulais dire qu'en fait, moi j'ai une Smart qui est garée dehors et je suis en galère en fait. Et il y a 2 jeunes filles que j'ai fait rentrer et que je ne connais pas, voilà, parce qu'on est comme ça. Et est-ce que vous pouvez déplacer vos voitures? Et c'est ça que j'aime pas chez vous. Je vous connais pas, mais c'est ça que j'aime pas chez vous. Voilà. Non, mais c'est toi et ta sœur. Déjà, vous êtes 2, vous avez 2 voitures. On a une planète à sauver, les gars. Voilà. Non, mais en tout cas, merci. Merci à ça. Merci à tous. Voilà. Et ouais, je suis obligé d'y aller parce que je pensais que ça allait durer 2 heures. Et en fait, j'ai un truc à faire, mais un truc pro. Ouais. Bah ouais, mais écoute, on a toute la vie pour s'aimer dans l'amour hétérosexuel, donc je le verrai une prochaine fois. Maintenant, je sais. Non, mais vraiment, en tout cas, merci pour l'invite. Voilà, et on a besoin de plus d'humains comme vous. Voilà, j'ai rencontré aussi Omar, quelqu'un qui est sur un vrai combat pour la Palestine. Voilà. Enfin, voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai vu des choses que demande le peuple. Et en plus, c'était gratuit. Voilà. Non, mais en tout cas, merci à vous tous. Voilà. Et force. Merci Joe. Moi, je suis issu de 2 parents martiniquais, ce qui sous-entend que cette histoire de colonisation est encore très vivante chez nous. Voilà. Et voilà, j'ai de la transmission à faire. Et je ne sais pas, par moments, je suis un peu fragile sur ce que je dois raconter à mes enfants, alors que je suis très bavard comme garçon, et que je suis un mâle alpha, vous voyez. Donc tout ça, l'un dans l'autre, c'est très compliqué pour moi. Il faut voilà. inscrire à Génération Leader, on t'attend. Mais justement, c'était une première fois, moi, j'avais jamais entendu parler de Génération Leader, donc voilà, j'ai appris des choses ce soir, et j'en suis, voilà, c'est... On refera une saison de Black Label, venez voir parce que je peux raconter ça en fait. Je vais vous raconter juste une anecdote. Donc on a fait une tournée d'une pièce qui s'appelle Black Label. Donc on parle d'un texte de Léon Gontran-Damas, si certains connaissent, voilà, où il fait un espèce de 360 sur les esclavagistes, les descendants d'esclavage, les métis, tout ça, tac. Et nous on a extrapolé le truc en y ajoutant des textes. Et on a monté une arche qui part de 1221 au Manden, où en fait des chasseurs-cueilleurs avaient pas, ils n'écrivaient pas, mais
ils avaient transmis un truc qui ressemble étrangement à la charte des droits de l'homme. La deuxième strate de cette pièce, en fait, c'est la colonisation et l'industrialisation, qui raconte qu'en fait, toute cette histoire d'esclavagisme n'était qu'une histoire de thunes, et donc pas un truc de race supérieure ou autre, qui s'est mêlé au cours du temps. Et puis la troisième strate, en fait, on a la lettre d'Assa dedans, où justement on raconte qu'il y a encore une résonance sociale de tout ça, encore aujourd'hui, parce que nous, Caribéens, on sait que c'était il n'y a pas si longtemps cette histoire d'esclavagisme, les derniers. Donc voilà ce qu'on raconte. Donc vous êtes invités, enfin invités, j'entends. Et voilà. Merci, et plein de bonnes choses à vous tous. Voilà, je ne vais pas faire du deux, t'as vu. Merci, effectivement, depuis Randall, il faut aller le voir. C'est extrêmement bien raconté. Ouais. Alors, avant juste de déplacer la table ronde, on va se faire quand même, on va répondre à la question du jeune monsieur. Ah, bien sûr, on l'a pas oublié, hein, ne vous inquiétez pas. Alors. Ouais, merci pour la question. Alors, peut-être que tu es au courant, il y a rupture diplomatique, problème entre le Rwanda et le Burundi, donc les frontières sont fermées. Je ne suis pas retourné au Burundi depuis plusieurs années, malheureusement, alors que j'habite à quelques pas de la frontière. Oui, le petit pays a été traduit en Kinyarwanda. J'ai pas encore réussi à traduire en Kirundi, mais il est étudié dans pas mal d'établissements au Rwanda. Voilà. Et il y avait une autre question, j'ai peut-être perdu le fil, non, je crois pas. Donc, voilà, merci. Petite question courte pour monsieur au fond. Vous n'avez pas oublié? Allez, vous avez une voix qui porte, en plus je suis pas obligée de courir, allez, on vous écoute. Allez, dites-moi. Oui, allez-y, venez. Rapidement, en 1 minute chrono, s'il vous plaît. Ouais, dites-moi. Donc en fait, déjà merci à tous. Soirée très émouvante, j'étais pas prêt. Non, clairement. Donc là, en fait, ça va être une question même pour tout le public et pour vous tous. En fait, il y a des restes humains de Réunionnais qui ont été découverts au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et je suis membre de Kaubuntu, qui est un parti indépendantiste, panafricaniste fondé par des Réunionnais. On a créé une pétition pour justement demander le rapatriement de nos ancêtres vers leur terre natale. Donc je demande à tout le monde, est-ce que vous seriez prêts à la signer, à la partager massivement? Je vous ai vu. Non, je prendrai, vous viendrez me voir après. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bon, c'était pas une question. Alors, juste avant, je voulais quand même préciser, parce que pour l'introduction, Génération Leader avait quand même insisté pour qu'on puisse vous lire ce passage. Sachez que tous les extraits qui ont été choisis par les membres de Génération Leader, ce sont les passages qui les ont le plus marqués, d'accord? Ça n'a pas été choisi au hasard. Donc ce soir, vous n'êtes pas à la Maison de la Poésie, mais au Cabaret Sauvage. Et nous ne sommes pas de l'Académie française, mais bien de l'Académie de Génération Leader. Merci donc pour votre bienveillance, votre écoute. C'est une première pour tous les participants de Génération Leader. Donc aux lycéens qui sont dans la salle, cette lecture rapide de cet ouvrage est une bonne révision, en tout cas pour votre oral de français. Ça a été rapide et fort en émotion. Donc merci à tous pour votre écoute attentive et je vais laisser Grâce pour le mot de la fin. Merci pour votre attention et ce dialogue. Merci à Gaël Faye, merci à Mamta Triangle, merci Dania Jida, merci à Assa Traoré. Et on vous retrouve tout de suite pour la lecture musicale. À tout de suite.